J'ai travaillé avec des personnes, soit en hôpital ou soit personnes âgées. Et je rentrais dans la chambre et je sentais, c'était une odeur très spécifique, presque un peu comme du soufre. Et je pouvais dire à mes collègues, cette personne, elle va décéder aujourd'hui ou ça va être cette nuit. Et je le sentais, c'était vraiment très particulier comme sensation. J'avais une énorme mélancolie, une énorme tristesse. Mais du coup, mon échappatoire quand j'étais adolescente, c'est que je mettais de la musique et en fait, je m'allongeais et je voyageais pendant des heures. Mais tu te sentais partir du corps ou tu avais l'impression... Oui. Non, alors j'ai voyagé. J'ai visité beaucoup d'endroits sur cette terre juste comme ça. Quand on n'est pas aligné, notre corps nous donne des signaux constants et on passe juste notre vie à l'éviter en fait. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Nathalie, on va parler un petit peu de son parcours, des hauts et des bas peut-être par rapport à cette sensibilité. Est-ce que tu serais d'accord pour commencer, tu avais l'impression d'être un petit peu à côté ou tu te sentais différente? Ouais, je dirais que depuis petite en fait, j'avais beaucoup de peine à être incarnée, en fait, en tout cas à sentir dans quel monde j'évoluais. En plus, j'avais une très mauvaise vue, donc quand je rentrais dans une pièce, déjà, je ne voyais pas les choses, mais je comprenais assez peu géographiquement et même comment le monde fonctionnait. Enfin, j'ai fait que de me perdre pendant toute mon enfance. Ouais. Partout où on allait, je faisais que de me perdre constamment. Donc physiquement? Physiquement, ouais. Physiquement, c'était compliqué pour moi d'avoir un sens de ce qui m'entourait, en fait. Surtout quand on était dans des endroits avec des foules. En fait, je ne comprenais pas, mais il y a un moment donné, je n'arrivais plus à enregistrer aucune information. Ouais. Et c'est comme si je déconnectais complètement et j'oubliais même avec qui j'étais. Et à un moment donné, je restais figée sur place. Et du coup, je me perdais. Je perdais tout le temps les membres de ma famille partout. Et puis, dans l'adolescence, j'ai eu beaucoup, en grandissant, beaucoup de peine à appartenir à des groupes. Alors, je suis sociale, je pense que je suis quelqu'un de social. J'ai jamais eu de problème à me faire des amis. Par contre, j'arrivais pas à être dans les groupes. C'est quelque chose qui était compliqué pour moi. Il y avait trop d'informations qui circulaient tout le temps. Un peu des stimulations trop. Dans tes cinq sens, tu te sentais un peu prise. Oui, et puis trop... En fait, les émotions étaient très fortement activées quand j'étais dans les groupes. Et du coup, j'arrivais à avoir j'ai eu une amie très très fort pendant cette période-là et j'avais beaucoup besoin d'être qu'avec elle. Mais dès qu'on était dans les groupes, j'arrivais plus à connecter en fait. Ça me parle. Moi, j'ai toujours eu la facilité, si on veut, de me faire des amis. Par contre, de rester dans le lien, ça c'est compliqué. Ouais, c'est ça. De rester longtemps dans un lien en fait. Ouais. J'ai souvent besoin de me retirer ou de me reculer. Toi aussi? Oui, je pense qu'il y avait... Est-ce que c'était de me retirer? Oui, je pense que dans un groupe, pendant longtemps, j'ai eu de la peine à prendre la place, ouais. Même si je peux être très bruyante. Mes amis me connaissent en étant assez... quelqu'un d'assez authentique et extraverti à certains moments. Mais dans les groupes, j'avais toujours une tendance à me reculer, Et tu parlais un peu du côté géographique avant de te perdre. Est-ce que tu as toujours, quand tu vas dans des nouveaux endroits, tu te sens... tu as la peine à trouver tes repères ou... J'ai développé l'observation. J'ai développé aussi le fait d'être présente. Et de parfois pas être dans la sensation de ce qui se passe, mais juste d'être là et puis de me raccrocher vraiment à ce qui est physique. Et puis ça m'a beaucoup aidée. Donc ça va mieux? Ça va mieux, ouais. Ça va vraiment mieux. Tu fais des fois des enracinements ou des techniques comme ça pour te ramener? Je le fais quotidiennement. C'est vraiment une pratique quotidienne. C'est une routine, c'est un rappel. Parce que d'un coup, j'ai tendance à très vite m'élever. Et puis là, je sens quand je perds pied, mais je sens aussi quand je deviens... Il y a des signes quand on commence à monter. Je sens une euphorie, je commence à être très dans la réaction, je commence à avoir mes sens qui sont stimulés. Et donc,
si je sens que ça n'a pas une utilité dans le moment, ou c'est pas parce qu'il y a un message ou que je suis pas en train d'accueillir quelqu'un dans un processus, ben dans ce cas-là, j'arrive à m'enraciner directement. Ouais, la clé, c'est de sentir quand on part et puis revenir. Ouais. Mais c'est un apprentissage d'être observateur de soi-même. Ouais. C'est pas tellement ce qu'on nous apprend. Il faut essayer de trouver la clé. C'est ça. Ouais. Tu me disais que tu ressentais les personnes en avance des fois qu'elles allaient mourir, ou tu as un lien avec ce... Oui, alors en fait, mon premier métier, c'est ASCC, donc c'est proche du papier d'infirmière. C'est spécifique à la Suisse, ce papier. Et pendant mon apprentissage et ensuite quand je travaillais dans les soins, j'ai travaillé avec des personnes soit en hôpital ou soit personnes âgées. Et je rentrais dans la chambre et je sentais, c'était une odeur très spécifique, presque un peu comme du soufre. Et je pouvais dire à mes collègues, cette personne, elle va décéder aujourd'hui ou cette nuit. Et je le sentais, c'était vraiment... très particulier comme sensation. Tu as l'impression que c'était vraiment au niveau des narines que ça se passait, ou que c'était un autre sens Alors, premièrement, les narines. Et puis ensuite, il y avait une vibration dans le moment qui était vraiment différente. Mais à cette époque-là, je n'étais pas encore ouverte sur ce qu'on appelle l'énergie. Et du coup, je ne pouvais pas lire ça de cette manière-là, mais mon intuition était assez développée sur ce côté-là. Tu as l'impression que c'était aussi une partie du sixième sens qui se réveillait gentiment? Oui, et je pense que quand on est dans un métier comme les soins, et puis qu'on est quand même très fortement en contact physique avec les personnes, vraiment on prend soin de la personne, je pense qu'en un sens, ça m'a préparée à ce qui se passe maintenant pour moi, en fait. C'était vraiment une première approche, et puis... bizarrement, c'est un métier que j'ai fait sur un coup de tête parce que je suis partie du collège, je faisais une dépression, c'était absolument une période assez compliquée pour moi. Et j'ai juste croisé une copine qui m'a dit « mais moi je fais ça, les inscriptions s'arrêtent demain ». Et donc je suis rentrée chez moi, j'ai fait un dossier et je l'ai posé à l'école et j'étais prise. Et pour moi ça a été vraiment, je me suis même pas posé la question ce que c'était. Et ça a été une évidence en fait, il y avait vraiment un appel de pouvoir prendre soin en fait. Puis j'imagine que le contact avec l'humain, ça a toujours été une facilité. Tu te dis pourquoi pas? À partir de ce moment-là, ça a commencé. Je pense que c'est là que j'ai commencé à avoir les outils de rentrer en contact de manière bienveillante, douce, d'être à l'écoute de l'autre. Et puis de plus être dans quelque chose de la réaction. Et je pense que ça a été la première fois que j'ai vraiment appris à me positionner face à quelqu'un. Parce qu'on est dans un rôle de soignant à ce moment-là. Puis ça m'a vraiment appris ensuite à pouvoir séparer ce qui est à l'autre et à moi, en fait. Et t'as pas l'impression que c'était en vivant ces expériences-là que justement ce sixième sens, cette énergie subtile, a commencé à se développer plus? Alors ça a commencé, mais je dirais que mon éveil spirituel ou ces choses-là sont arrivées presque après, en fait. D'accord. Ouais. Après, je suis partie dans une autre voie, le cinéma, je suis partie dans un tout autre schéma. Et puis j'ai appris énormément de choses par rapport à la créativité que je sentais que j'avais besoin de sortir, ce que j'arrivais pas à faire dans les soins. Et c'est pendant ce processus-là, en habitant en Angleterre, en rencontrant certaines personnes, que j'ai réussi à ancrer certaines pratiques, dont la méditation. Et c'est là que ça a commencé vraiment. Mais voilà, tout est juste, hein. Je pense que notre parcours, il est tout à fait juste. Et j'avais besoin de drastiquement aller découvrir des choses très différentes pour pouvoir les assembler. Ouais, donc tu as pas mal exploré. Ouais. Et tu me parlais il y a à peu près 6 ans en arrière, c'est ça? Ouais. Tu as découvert une technique de méditation? Oui, alors je dirais il y a un peu plus de 6 ans, j'ai été faire ce qui commençait à cette époque-là en Angleterre aussi, aller faire une retraite entre femmes. Et puis qui s'est beaucoup démocratisée maintenant. Et puis, c'était la première fois, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai fait très naïvement. Je suis très impulsif dans mes choix, je pense qu'il y a ce truc de l'intuition qui s'est développé. Quelqu'un m'en parle, je m'inscris le soir même et là, j'y étais 2 week-ends après. Vraiment, il n'y a pas le temps de la réflexion. C'était très inconnu pour moi vraiment d'être dans quelque chose de corporel par rapport à moi. Et puis quand je suis allée là-bas, en fait, j'ai découvert tout un monde de connexion à soi, d'écoute, vraiment d'exploration.
Et puis vraiment lors d'une méditation, alors là j'ai vraiment vécu la dissolution de l'ego complète avec cette ouverture où j'ai perdu les mots, quand les couleurs ont une odeur, les sons ont une couleur. Tout se mélange. Voilà, et tout s'est mélangé, il y avait une dissolution de l'ego, j'ai disparu pendant 2 heures dans l'énergie et ce moment-là a changé. Ça a juste permis que je passe à une autre fréquence en fait. Ouais. C'est le point de départ de tout. Ça a été le point de départ, Et là, depuis ce moment-là, tu médites régulièrement? Oui. Je médite régulièrement. Je fais aussi... Moi, j'ai découvert que mon outil à moi, c'était le mouvement et la danse. C'est quelque chose que j'adore faire depuis que je suis gamine. Mais la danse pour soi, pas la danse de démonstration avec les autres. Ce qui a complètement aussi changé le rapport à mon corps et comment je fais circuler l'énergie dedans. Mais c'est aussi un outil pour moi quand je sens justement qu'il y a les premiers signes de trop ou d'accumulation de stimuli extérieurs. C'est ma manière aussi de complètement rééquilibrer pour ensuite passer à un autre palier, puis aller explorer. Et tu fais quoi comme technique de méditation? T'oses Oui. expliquer? Alors, moi j'ai été faire Vipassana aussi. Je ne sais pas si tu connais. Oui, tu connais. Et puis, j'ai trouvé cette expérience très, très dure, mais très enrichissante. Et il y a vraiment quelque chose de l'enseignement chez Vipassana qui a résonné pour moi. Et puis, du coup, j'ai vraiment une tendance à plutôt pratiquer la méditation de ce genre-là, parce que ce n'est pas des méditations guidées, c'est des méditations transformatives. Pour moi, on va vraiment... Tu observes ce qui se passe. Oui, mais au-delà de ça, Vipassana, ça a vraiment... L'enseignement est de observer jusqu'à l'infime mouvement de notre système pour apprendre à ne pas réagir, mais non plus pas s'accrocher aux choses positives. Donc moi, ça m'a vraiment appris à me réguler aussi et ne pas éloigner les choses négatives comme vouloir m'accrocher qu'au positif. Et au-delà de ça, ça va aussi vraiment t'apprendre à, par exemple, reconnaître les premiers signes d'une émotion et comment transformer la réaction que tu pourrais avoir, qui est justement une réaction. Et là, on apprend la non-réaction pour pouvoir juste laisser l'émotion passer, en fait. C'est ça, ça t'apprend que tout n'est qu'une information qui arrive, qui s'élève et qui passe, en fait. C'est un peu ce que les bouddhistes appellent l'équanimité. Mais exactement, c'est ça, c'est basé là-dessus. C'est un état neutre où on peut ne plus réagir à nos émotions parce qu'on sait que c'est pas nous. C'est ça. Oui, et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que je le fais en état méditatif, mais dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin de ressentir mes émotions. Enfin, mon but, c'est pas d'arriver dans quelque chose de complètement neutre. Donc du coup, je trouve intéressant de prendre ces enseignements. Et ces enseignements ne nous disent justement pas d'annuler. Ils nous disent juste d'être des fois observateurs plutôt qu'en réaction. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est de prendre ces outils et ces enseignements et de pouvoir vraiment les adapter à ton besoin. Et je suis vraiment partisane d'avoir un esprit critique sur tout ce qu'on nous enseigne, en fait. De ne pas juste avaler les informations, mais de te poser toi la question. C'est ça. Oui, et puis toujours quand quelqu'un vient et dit « Ah, tu devrais » ou « Il y a ça qui est bon pour toi » ou « Ok, je prends, merci pour l'information. Maintenant, est-ce que j'ai envie de travailler avec ça? Qu'est-ce que ça dit vraiment? Qu'est-ce que ça résonne pour moi? Quel est le système de pensée derrière? Est-ce que ça me convient ?» Tu arrives quand même à dire si tu te sens moins dans l'émotionnel. Ça ne veut pas dire que tu fuis ça, mais est-ce que tu as l'impression d'être moins prise dedans depuis que tu médites? Quand je la pratique, oui. Et d'ailleurs, comme tout le monde, il y a des moments où les routines tombent et je le sens directement. J'ai tendance à, comme tout le monde, à partir dans des spirales. Et à ce moment-là, ces outils-là sont très importants parce qu'en fait, c'est les seuls outils qui me permettent de revenir à moi, en fait. Donc tu médites, je ne sais pas, pendant quelques semaines. Après, tu as quelque chose dans la vie, tu lâches un peu. Tu sens que ça te manque, tu reprends. C'est un peu ça? Oui. Maintenant, j'essaie vraiment d'avoir quand même une routine, ne serait-ce qu'une pensée, l'enracinement, même s'enraciner, que ce soit en fait une hygiène de vie plutôt que...
quand je dis le mot routine, en fait, j'aime pas trop ce mot-là parce que je trouve qu'il nous enferme dans quelque chose de très procédurial comme ça. Alors que d'avoir plutôt une hygiène de vie, c'est juste des bons gestes pour soi, en fait. C'est un peu plus joyeux que d'être bloqué dans... Ça, je pense que ça va parler à beaucoup de gens peut-être qui nous regardent parce qu'il y a des fois, je conseille d'être très régulier, mais en fait, c'est pas la régularité dans le sens lourd. C'est pas l'obligation comme à l'école, on doit faire les choses, mais c'est plutôt de s'obliger soi-même parce que ça nous fait du bien. Mais peut-être le mot obligation, il peut paraître lourd pour certaines personnes. Donc moi, je prends ça comme, je dis souvent, on se lave les dents, on a pris l'habitude. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec la méditation? C'est ça. Et que ça devienne un plus, mais pas avec la lourdeur. Et ça, je pense que c'est bien ce que tu dis. Il y a, avec un groupe d'amis, on a tendance à se corriger quand on se dit « il faut ». On transmute ça par « je choisis ». Déjà, ça nous enlève peut-être du cadre de l'obligation. Maintenant, est-ce que, sans t'obliger toi-même, est-ce que tu arrives à trouver les ressources pour te dire « oui, j'ai envie vraiment de méditer tous les jours ». Est-ce que tu sens que ça vient de plus en plus? Oui, je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est de s'accrocher aux résultats en fait, qui sont là. Et que quand on s'abandonne un peu soi-même, sur quel autre chemin on se retrouve en fait. Et là, je ne vais pas mentir, moi je ressors d'une période un peu tumultueuse où il y a des choses qui ont été prenantes émotionnellement. Et pendant ces moments-là, je savais que c'était très dur pour moi de juste m'asseoir avec moi-même, juste en silence. Parce qu'il y avait trop, en fait, et que j'arrivais plus à réguler tout ça. Et j'entendais cette voix qui me répétait « assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi ». Et jusqu'à ce que j'ai le courage, et je pense que c'est juste des fois ça qui manque, c'est juste de juste lâcher prise et de le faire. Juste se dire, en fait, il n'y a aucun risque à perdre de juste s'asseoir avec ce qui est là. Oui, même si c'est mouvementé, il n'y a pas besoin que ce soit toujours à plat. C'est ça. C'est ça. Moi, je pense que dans ce que tu dis, en tout cas, c'est ce que j'observe pour moi aussi, c'est de ne pas trop s'éloigner de soi. On peut s'éloigner un bout parce qu'on a des périodes compliquées, mais de revenir avant que ce soit trop tard. Enfin, je pense que c'est jamais trop tard, mais il y a des moments où on s'éloigne tellement qu'il nous faut peut-être de nouveau des mois pour arriver de nouveau à nous-mêmes. Je pense aussi aux médicaments, aux addictions, à ces choses-là. Je ne sais pas si tu côtoies des gens comme ça, où la substance fait qu'on se coupe complètement de nous. Et je pense que quelqu'un qui médite, qui arrive à avoir quand même une régularité, même si ce n'est pas tous les jours, fait qu'on ne se perd plus en réalité. Oui. Et parfois, des fois, on a besoin de se perdre parce que ça fait partie du chemin. C'est ça qui est difficile des fois à garder en tête. Là, tu prenais le cas des addictions, qui je pense est un cas un peu extrême, parce que du coup, ça touche vraiment encore un facteur extérieur que les gens n'arrivent pas à avoir le contrôle, qui va vraiment toucher le physique en fait. Et si on prend que sur l'aspect émotionnel, en fait, on réapprend jamais à revenir à soi si on ne s'est pas éloigné. Ouais, c'est vrai. Il faut connaître ce mouvement-là. Donc il faut connaître ce mouvement-là, en fait, c'est juste ça. Mais enfin, là, je ne veux pas trop parler de moi, c'est pas le but, mais à un moment donné, j'étais dans des addictions il y a 10 ans en arrière, 10-15 ans, et si tu veux, c'était tellement lourd que j'ai commencé à méditer, ça m'a amené beaucoup de lumière, et je me suis promis en fait de plus perdre ce lien avec moi, que j'avais certainement plus du tout il y a 12-13 ans. Mais j'ai eu besoin de ça, c'est sûr. Et ce que je conseille aux gens, c'est d'essayer de pas... Il n'y a peut-être pas toujours besoin de plonger tout au fond. Il y a des périodes de vie où on doit, puis après on essaye de se sauvegarder un petit peu, sans repasser dans ce côté sombre. Quand tu dis ne pas aller replonger, c'est-à-dire ne peut-être pas toujours aller chercher la racine ou de plonger dans toutes ces émotions, c'est quoi que tu voulais dire? Ouais, c'est pas, si tu veux, de me permettre d'être pas bien, oui, mais de pas retomber dans cet état. En fait, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller dans cet extrême, si tu veux, dans ma vision aujourd'hui. Je pense qu'on peut un peu surfer sur une vague qui est des fois plus haute, des fois moins haute, mais il n'y a pas besoin d'aller tout au fond du bac. Enfin, c'est ma vision aujourd'hui. Mais il y a 15 ans, comme tu dis, j'ai eu besoin. Aujourd'hui, j'ai plus envie de replonger là-dedans. C'est pour ça que je me tiens aussi avec une rigueur dans la méditation. C'est beau parce que moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, tu as fait un choix pour toi. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Et ça peut être méditation, ou toi tu parlais d'un côté aussi artistique, tu parlais de vidéos, je ne sais pas si tu as fait des reportages, des choses comme ça. Oui, alors j'ai travaillé en tant que productrice, j'ai eu aussi une courte carrière d'actrice, c'était très marrant parce que là je pouvais observer que c'était pas... que là c'était beaucoup l'ego qui était en place. Et puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui je suis rappelée à certaines choses par rapport à ça au cinéma et à refaire du contenu, et je me battais un peu là-dessus parce que quand on vit la dissolution de l'ego et tout ça, j'avais pas envie de relaisser de la place en fait à ça. Et en fait, je me suis juste rendu compte qu'aujourd'hui, je pouvais le faire avec un détachement et mettre vraiment du cœur, en fait, vraiment que ça vienne de mes tripes et pas de ce que je pourrais avoir envie de lire chez l'autre. Donc c'est intéressant parce que ça a ouvert un tout autre processus créatif. Et du coup, là, c'est aussi tout nouveau pour moi où je recommence à aller filmer, à mettre du contenu, des poèmes que j'écris sur des images. Puis en fait... on en parlait avant, c'est mettre une vidéo et la laisser vivre en fait. Laisser en fait les choses vivre, les sortir et les laisser vivre. C'est ça, ouais. Si on revient sur la méditation puis le côté un petit peu des capacités, tu as l'impression d'avoir développé certaines capacités depuis ? Oui, parce que la méditation a permis vraiment de pouvoir m'aligner et puis d'écouter en fait ce qui se passe vraiment. Puis de plus être dans une réalité telle que j'aimerais qu'elle soit, mais de vraiment la voir pour ce qu'elle est. Et du coup, tout devient plus subtil, en fait. Tout devient très intéressant. Je vais juste parler de quand j'étais adolescente, en fait. J'avais une énorme mélancolie, une énorme tristesse. Et je l'ai portée pendant très longtemps. Et ça fait pas si longtemps que ça que j'ai réussi à vraiment tout sortir de cette origine de cette mélancolie. Mais du coup, mon échappatoire quand j'étais adolescente, c'est que je mettais de la musique et en fait je m'allongeais et je voyageais pendant des heures. Et à cette époque-là, je ne savais pas du tout ce que c'était. Moi, je prenais juste ça comme un moment pour moi de... Je me sentais juste remplie en fait après. Et en fait, je faisais des voyages astrales, honnêtement. C'est ce que je faisais depuis que j'étais adolescente, voire même avant. Comme j'ai toujours été quelqu'un d'assez calme, où j'ai toujours été ce bébé qui ne pleurait pas, quelqu'un de très calme, c'était facile pour moi de me mettre dans un état d'immobilité complète et en fait de partir, quoi. Ouais. Mais tu te sentais partir du corps ou tu avais l'impression... Oui. Non, alors j'ai voyagé. C'est drôle, il y a une émission sur Color 3 qui m'accompagnait beaucoup, c'était La Planète Bleue. Si tu connais. Ça me dit rien. C'était incroyable, c'est un monsieur en plus qui a une voix absolument magnifique à écouter et il racontait des choses sur la planète et des mondes et des pays. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai, donc peut-être que c'est pas ça. Mais voilà, moi je me laissais porter et en fait j'étais là-bas. J'ai visité beaucoup d'endroits sur cette terre juste comme ça. Ouais. Donc quand même déjà une sensibilité à la base. Si tu reviens en arrière, ça montre qu'il y avait quand même quelque chose. Oui. Ouais. Après, est-ce que tu penses que cette sensibilité, on l'a tous, comme on discutait avant? Est-ce que tu as l'impression que tout le monde l'a, mais qu'à différents degrés, chacun le vit aujourd'hui en 2024, en fonction de l'ouverture, en fonction de ce qu'on a vécu avant, mais qu'on l'a tous à la base, en fait? Oui, je pense qu'on est tous déjà... On est tous faits des mêmes atomes, en fait. Donc du coup, je pense qu'à la base, oui. C'est juste qu'on vit une période aussi, j'ai l'impression, d'éveil. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer, on le sent. Je dirais que maintenant, il y a plus de gens qui commencent à faire des choix pour eux-mêmes. Puis du moment qu'ils commencent à se positionner et à faire des choix pour eux-mêmes, je pense que cette sensibilité devient beaucoup plus présente. Et il y a des gens, ça fait partie de leur chemin, ils auront une vie très... je ne vais pas le dire de manière péjorative, entendez bien, mais très terrienne dans le sens très métro, boulot, dodo, et ne jamais avoir la possibilité de s'ouvrir à ça. Mais je suppose que ces gens, et moi c'est ce que j'ai senti pendant très longtemps dans mon corps, quand on n'est pas aligné, notre corps nous donne des signaux constants et on passe juste notre vie à l'éviter en fait. Complètement, ça peut être, je sais pas, des problèmes physiques, psychologiques ou une maladie, des choses comme ça. Oui, et puis des fois, juste d'être quelqu'un peut-être qui a une colère omniprésente pendant toute sa vie, sans savoir pourquoi. C'est peut-être parce que cette personne n'est pas en train de vivre sa vie, en fait.
Oui. Moi, je suis assez d'accord avec cette sensibilité que je pense qu'on a tous. Enfin, quand on est, comme tu dis, on a tous les mêmes atomes, enfin, plus ou moins les mêmes cellules, on va dire que ça. Et on peut ouvrir si on veut. Je pense qu'il y a quand même, en fonction de quelle famille on a, j'ai l'impression qu'il y a des terrains où c'est plus facile d'ouvrir, d'autres où c'est peut-être plus compliqué. Mais qu'on peut si on veut. Ça, c'est sûr. Si j'ose demander, toi, dans ta famille, il y avait des gens qui étaient ouverts à Ouais, alors ça? moi j'ai la chance vraiment, c'est que ma maman elle est très ouverte, elle ressent plein d'intuitions depuis très longtemps, tu vois, elle a aussi de la médiumnité, elle ressent des défunts. Et je pense, si je devrais faire une image très grossière, il y a quelque chose pour moi qui vient de ce côté-là, vraiment. J'ai aussi ma grand-maman, donc du côté de ma maman toujours, qui était très sensible, mais elle malheureusement elle a pris des médicaments parce qu'on lui a dit vous avez un problème psychiatrique, et ils l'ont enfermé un petit peu, enfin c'est ma vision. Je pense qu'ils l'ont enfermé un petit peu dans quelque chose. Alors que sûrement qu'elle avait plein d'intuitions, mais peut-être pas assez enracinée et qu'elle n'a pas su gérer ça. Ouais. Et toi, tu as l'impression qu'il y a d'un côté de la famille quelque chose? Mais bizarrement, et c'est peut-être juste la manière dont moi j'ai interprété les choses jusqu'à maintenant, pas vraiment jusqu'à dernièrement. J'ai l'impression que ma famille a beaucoup fonctionné en mode aussi survie, en mode on est des battants et, qui avancent et qui bâtissent beaucoup. Beaucoup de femmes fortes dans ma famille, donc je pense qu'il y avait peut-être une intuition presque inconsciente de faire des choix pour soi. J'ai cru comprendre que du côté de ma mère, dans une arrière-grand-mère, il y avait quelqu'un qui avait une capacité médiumnique. Mais voilà, c'est resté très vague. Hein. Ouais, mais ça pourrait, en tout cas. Ouais, voilà. Ouais. Après, j'ai trop peu d'informations du côté de mon père pour ça. Ouais. Ouais. Après, moi, je suis pas, comment dire, je suis pas pour dire que tout ça c'est forcément héréditaire, parce que je vois des gens en séance privée ou dans des cours qui, apparemment, au niveau de la famille, sont pas du tout là-dedans, et pourtant, eux, ils ont vécu soit une maladie, soit un choc, puis, enfin, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc, je suis pas, et puis des fois, c'est à 40 ans, des fois, c'est à 50, des fois, c'est à 60. Et donc, moi, je pense pas que la famille fait tout, mais peut-être, en tout cas, si je prends mon cas, il y a déjà comme une sorte de pré-ouverture à ça. Ouais. Et le fait d'avoir discuté avec une maman qui m'a toujours encouragé de me ressentir ce que je ressentais au fond de moi, bah, clairement, ça m'a ouvert les portes. Si elle m'aurait dit il ne faut pas t'écouter, enfin, si tu vois ce que je veux dire, ça m'aurait peut-être freiné un petit peu. Ouais, quand on entend beaucoup dans beaucoup de familles, ah mais on va de l'avant, ah mais n'y pense pas, ah mais c'est ça, ouais. Pourquoi tu pleures? Ouais. Il y a quelque chose qui me revient quand tu as parlé de ton passé, qui fait peut-être le lien. J'ai aussi l'impression que les capacités se développent quand on a aussi cette ouverture de cœur d'aller vraiment voir la douleur. Ouais. Et ce que j'ai pu observer aussi chez moi, c'est que plus j'ai la capacité d'aller dans des processus qui ne sont pas forcément évidents, mais c'est-à-dire d'accepter autant la peine que ce que j'ai envie d'accepter la joie, bah, j'ai l'impression que ça me permet d'aller encore plus haut. Hein. Plus on va bas, plus on va... Plus on s'enracine, plus on va en haut. J'ai l'impression que pour le cœur, c'est aussi ça. Plus on accepte toute son ombre, qu'on accepte toute cette peine, toutes ces douleurs, et plus on en est conscient, puis qu'on les incarne aussi, ben, plus ça nous donne l'opportunité d'incarner la lumière. La lumière, ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça, je pense, c'est un truc hyper intéressant. Tu dis, moi, je suis complètement d'accord. Plus on s'enracine, plus on a aussi cette partie spirituelle qui s'ouvre. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'enraciner parce qu'ils se disent, mais si je suis trop sur Terre, je vais perdre le lien avec mon guide, avec le monde spirituel. Et puis en fait, c'est faux. Je pense que c'est le contraire. Plus on arrive à aller dans le corps et puis ici, puis plus on a accès à ce monde subtil. Oui, et puis surtout que nous, dans notre esprit, on s'enferme dans des dimensions telles qu'on a envie de les voir, c'est-à-dire bas, milieu, en haut. Par exemple, si je prends juste la base chamanique quand on parle des trois mondes, le bas, le milieu, le haut, alors que quand on commence à voyager dans l'énergie et tout ça, on se rend compte que c'est, comment je le perçois, hein, c'est ma réalité, beaucoup plus sphérique en fait, hein, ça se combine. Oui. Donc en fait, c'est lié, plus vous allez là, plus vous êtes ici, enfin, il y a vraiment de ça. Puis que finalement tout ça, ça se touche, c'est pas un monde là, mais c'est entremêlé. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu as l'impression aussi par rapport au monde spirituel que finalement c'est pas à quelque part ce monde-là, mais que c'est entremêlé avec notre corps, avec la vie terrestre? Tu as l'impression que tout ça, ça se mélange un peu? Oui, je pense que c'est complètement mélangé et c'est
constamment autour de nous. Et c'est aussi un choix, des fois, de mettre son attention sur ce qui est là, comme c'est aussi un choix d'être à l'intérieur de soi. Et ce qui est intéressant, c'est que je me rends compte que, comme on parlait du haut, du bas et tout ça, plus je suis à l'intérieur et plus j'arrive à voir l'extérieur, clairement. Et plus j'arrive à être en lien avec l'extérieur, en fait. Ouais. Donc, l'univers, il fonctionne aussi comme ça. Hein. Il y a souvent ces phrases Instagram qui nous disent « tout est en toi ». Mais tout est là, en fait. C'est vrai. Et c'est vrai, des fois j'ai l'impression quand je vais vraiment en moi que je découvre mon univers infini en fait. Et il est que un écho de ce qu'on voit à l'extérieur en fait. C'est que ça. Ouais. Et ce qui est incroyable aussi, c'est cette force de co-création qu'on a, que plus tu vas visiter cet élément-là, c'est ton univers infini intérieur, plus tu te rends compte que tu es créateur de ce que tu peux faire là à l'extérieur. Ouais. Du coup, tu as l'impression que plus tu vas à l'intérieur de toi, plus tes perceptions s'ouvrent. Oui. Enfin, surtout s'ouvrent avec de la clarté. Oui. Et la guérison aussi. Ouais. Tu fais de la guérison? Oui, et ça m'a pris très longtemps pour oser faire ça à l'extérieur. Mais voilà, depuis enfant, en fait, j'avais des gestes sur moi qui étaient très automatiques et qui me soulageaient vraiment. Puis j'étais... voilà, par exemple, les migraines, pour moi, c'était des moments où j'arrivais plus du tout à gérer ce qui se passait. Et ça coupait les informations et j'étais très migrénique, au point d'être hospitalisée aussi. Et j'ai appris à réguler ça, j'ai appris à avoir des gestes pour moi. Et le massage, chose que je pratiquais et qui m'est revenue là maintenant, je me rends compte, je pratiquais ça sur ma famille pendant des heures, on me payait pour que je masse tout le monde l'été au bord de la piscine. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai développé là maintenant, qui est un outil pour moi de guérison en fait. Ouais. Les mains sont un outil incroyable, mais si on n'apprend pas déjà sur soi comment être à l'aise déjà avec son propre toucher, voilà, ça devient difficile de donner quoi. Ouais. Donc tu utilises tes mains pour le massage, et j'imagine que tu sens aussi des choses qui te traversent. Oui, pour moi le massage c'est un prétexte. Ouais. Les gens viennent, en général je leur dis pas que c'est un massage relaxant, je suis très claire, je dis que c'est un massage vraiment énergétique. Et en général, il y a des guérisons qui viennent ou de la médiumnité. Des fois, c'est mélangé. Souvent, quand on est guérisseur, il y a de la médiumité parce qu'on canalise quelque chose pour la personne, en fait, simplement. Ouais. Donc, tu as quand même des fois des impressions de présence? Alors, complètement. Oui, complètement. Ouais. Alors, chez moi, c'est extrêmement visuel et le sens aussi de l'odorat. Mais c'est très, très visuel. J'ai des images constamment. En général, si, par exemple, j'ai pas fait bien dans mon enracinement, quand je ferme les yeux, je suis bombardée d'images, constamment. Ouais. Tu arrives à dire, c'est quoi que tu ressens le plus? C'est le monde plutôt des anges, des défunts? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Moi, j'ai quelque chose... Enfin, j'aime pas utiliser ce mot parce que je trouve qu'aujourd'hui, il a une connotation... Enfin, voilà, je me prône pas chamane, mais les images que j'ai sont énormément liées à la culture chamane, je dirais. Okay. Ouais. Et pas que... d'une partie du monde, mais plutôt globale, on va dire l'essence des guérisseurs, plutôt. Ouais. Donc j'ai énormément de choses qui sont en lien avec certaines musiques, mais je dis vraiment, c'est compliqué à expliquer en fait, visuellement ce qui se passe. Mais au début, quand je pratiquais, puis que je rentrais dans ce que j'appelle l'univers de la personne, donc c'est-à-dire commencer à lire l'âme, donc je voyais vraiment des portes qui s'ouvrent et je rentre dans l'univers de la personne. Puis ensuite, ça se développe de manière soit végétale ou soit animale. Voilà. Et on me donne les clés de comment lire l'univers de la personne. Ouais, donc tu as beaucoup en lien avec la nature, les animaux. Beaucoup la nature, ouais. Vraiment beaucoup la nature. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est beaucoup ça parce que toi, c'est aussi un univers qui t'intéresse spécialement ou que c'est juste venu comme ça? Non, parce que j'avais absolument aucune connaissance. Quand ça a commencé à se faire, je savais même pas vraiment ce que c'était le chamanisme. J'en avais une idée, mais très stéréotypée. Pour dire la nature, je ne sais pas reconnaître un chêne d'un autre arbre. Enfin, vraiment, je suis une pive dans tous ces sujets-là. Ouais. Donc, c'est très impressionnant parce que quand on reçoit les informations, on a les traductions avec.
Donc je me pose pas la question en fait. C'est très... C'est une sorte de clair savoir. Moi j'appelle ça comme ça. C'est que tu sais, mais sans trop savoir pourquoi ou comment. C'est ça. Mais c'est là. Oui. Puis après c'est l'apprentissage de transmettre ça, parce que quand on transmet, entre ce qu'on reçoit et ce qu'on transmet, ben on passe par notre propre lexique et notre propre prisme en fait de la vie. Donc ça peut aussi perdre de la traduction, puis aussi comment la personne va recevoir en face. Donc aussi, il y a des fois où il y a des choses qui se passent dans les soins où je demande si c'est important que je le verbalise, et si on me dit non, je laisse juste la personne recevoir ce qu'elle a besoin de recevoir, et en général, ils le sentent par eux-mêmes. Et souvent, c'est même eux qui sont demandeurs. Pour moi, je crois que les soins se passent parce que la personne a ouvert la porte. C'est pas moi qui guéris, c'est... Non, je fais que lâcher. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, je demande toujours à l'énergie qu'elle a, est-ce que c'est juste que la personne reçoit le message ou pas. Puis des fois, c'est juste l'état d'être qui est suffisant, plus que de savoir. Ouais. Donc des fois, tu parles un peu plus, des fois un peu moins, tu laisses aller. Ça. Ça t'est déjà arrivé quand même, c'est un sujet qui, moi, me parle beaucoup, mais par rapport aux défunts, est-ce que tu as déjà ressenti un grand-papa pour quelqu'un ou quelque chose de clair? Alors, j'ai ressenti des gens qui sont personnellement... C'était difficile pour moi de les quitter, et j'ai mon beau-père, c'est incroyable qu'on fasse en plus l'interview maintenant, mais j'ai mon beau-père qui a été donc un paternel pour moi, qui est décédé là, fin mars, donc l'année passée. Et puis, et lui, il a vraiment ouvert, j'avais déjà eu la visite de mon père, de ma grand-mère, j'avais déjà eu d'autres choses comme ça, de sentir pour quelques personnes extérieures, mais... lui m'a vraiment permis de me positionner par rapport à ça. Et au début, j'avais très peur de ce contact-là, mais j'avais besoin de sentir comment lui, il allait. Et ça a été une communication vraiment très douce, très très belle. Et ça a pris son temps, et une fois que lui m'a montré comment je pouvais gérer ça, en fait, ça a ouvert la porte à d'autres choses, à d'autres personnes. Et puis des fois, je dis aux personnes... j'ai pas envie, mais je connais quelqu'un d'autre qui fait ça très bien, puis je les redirige, je donne le prénom de cette personne, et puis cette copine m'écrit après, puis elle me fait « mais incroyable, il y a quelqu'un qui est venu, oui ». Ouais, tu as l'information qu'il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à un défunt, puis tu veux peut-être pas t'aventurer 1 heure là-dedans, parce que voilà, et tu relais à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Quand tu reprends un peu pas tout ton parcours de vie, mais par rapport à ta sensibilité surtout, est-ce qu'il y a quelque chose de... parce qu'il y a des hauts, des bas avec ça, c'est normal, mais est-ce qu'il y a un truc de positif, vraiment un truc que tu trouves super agréable là-dedans, aujourd'hui? Oui, alors moi, il y a plusieurs choses que je garde en tête. Je pense que peu importe le parcours qu'on a, on peut être extrêmement fier d'être déjà juste là dans le moment présent, en fait. C'est d'accepter que ça a été un tout, en fait. On est constamment juste une incarnation de tout ça, en fait, d'un résultat. Donc, en fait, il n'y aurait rien à changer du passé, même les choses qui nous ont fait beaucoup souffrir. Mais tant mieux, en fait, parce que du coup, ça nous a permis d'arriver aujourd'hui avec notre compréhension. Il y a une image graphique que j'ai toujours en tête. Oui, on fait des hauts et des bas, mais sur une pente comme ça. Donc, on continue notre ascension. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je garde en tête, c'est que même si je suis dans une période de bas, et je n'appelle plus ça de bas, en fait, j'appelle ça d'inconfort, d'apprentissage, de changer mon vocabulaire par rapport à ça, parce que c'est vraiment, si je suis en train de vivre de l'inconfort, c'est que je suis en train de réajuster quelque chose. Je suis en train de me rendre compte que je suis dans une situation qui ne me sert plus. Donc, comment j'avance à partir de ça? Et donc, d'avancer en montant. Donc c'est vraiment une image graphique que j'essaie de me rappeler quotidiennement. Ouais, donc si je résume, tu as quand même l'impression que malgré les hauts et les bas, on évolue tout le temps. Complètement. Et il n'y a pas de... Des fois on croit qu'on stagne, mais en fait c'est une illusion. Et des fois on a l'impression qu'on régresse aussi. Mais ça c'est... J'adore le mot illusion, parce que c'est vraiment ça, c'est que les histoires qu'on se raconte. Et puis que comme on se les raconte, on voit des validations partout à l'extérieur de nous qui nous font penser que ça. Mais une fois qu'on se détache de tout ça, puis qu'on prend la vision de l'aigle, puis qu'on va vraiment se voir un peu plus d'en haut, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si tu en vois aussi dans tes soins. Moi, j'ai des fois des gens qui me disent j'ai l'impression de ne plus évoluer depuis 6 mois. Et en fait, ce n'est pas du tout ce que je ressens. Donc, je pense que quand on est nous-mêmes, on peut avoir plein d'impressions.
mais c'est pas forcément juste ou c'est plus vraiment objectif. Ouais. On est pris un peu dans la tête dans le guidon. C'est ça. Ouais. Et puis des fois, il nous manque juste une clé pour pouvoir débloquer. Et puis après, on se rend compte qu'on sort de cette situation en une journée. Ouais. Alors que ça nous a pris 6 mois pour l'intégrer complètement jusqu'à la libération, en fait. C'est simplement ça. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as, imaginons quelqu'un qui est hypersensible, ou en tout cas qui est très sensible, peu importe, mais qui n'est pas complètement bien avec sa sensibilité, qui n'a peut-être pas accepté, est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose pour l'encourager? Ouais. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise à toi, peut-être, dans une période? Que tout est impermanence et que l'inconfort que cette personne vit sur le moment ne va pas rester. On vit que là-dedans, c'est que de l'impermanence. Donc, et on a une capacité de co-création en tant que, on va dire, hypersensible qui est immense. Et que du moment qu'on est capable de vraiment vivre dans cette conscience, que comment je me sens, c'est aussi ma responsabilité, et ben, c'est impressionnant comment on arrive à changer ce qui se passe autour. Donc mon conseil, ce serait, si quelqu'un est hypersensible et a vraiment de la difficulté avec ça, ben moi, c'était la danse et la méditation. Trouvez juste une chose qui vous permette de redescendre un petit peu et d'observer ce que redescendre crée comme mouvement, en fait. Ouais. Vraiment. Ouais. Quelque chose pour aller à l'intérieur de soi. C'est ça, ouais, complètement. Mais peu importe le domaine. C'est ça, complètement. Ouais. Merci pour ce partage. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Mettez un petit pouce si ça vous parle, si son parcours, ça résonne chez vous. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.